Et ça y est, on y est. Bienvenue dans À la Loupe, premier podcast français. On dépasse aujourd'hui le 1 million d'abonnés en quelques semaines. Les 5 étoiles, c'est incroyable. Autant de personnes qui se sont mis à la guitare juste en quelques épisodes. Et ben écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Et donc c'est l'heure aujourd'hui pour fêter cela de faire la première FAQ de cette chaîne. Bon bah évidemment tout ça c'est de la fiction, c'est tout faux, il n'y a pas de millions d'abonnés, il n'y a rien de tout ça. Le podcast aujourd'hui il se réduit à 2 épisodes enregistrés sur mon disque dur. Personne ne les a entendus, on est en septembre 2025 et justement c'est suite aux 2 premiers épisodes là, que je viens d'enregistrer. Je me dis pour la clarté en fait du contenu, il va falloir que j'explique pas mal de petites choses et j'aurais besoin d'un petit épisode extra. Et je me suis dit, je vais faire une fausse FAQ, fausse interview, où en fait c'est moi-même qui ai rédigé les questions. Ça va permettre en fait de clarifier quelques points pour l'avenir du podcast. Donc c'est parti, première question. Qui es-tu ? Alors je m'appelle Cédric, on est le 4 septembre 2025 et j'ai actuellement 38 ans. J'habite à Dijon, je suis né à Dijon et je compte rester à Dijon. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas d'ambition particulière. Je suis bien à Dijon avec ma femme, mon fils, ma maison, mon chien et mes guitares aussi, faut le dire, qui représentent une grosse partie de mon activité, vu que du coup, je donne des cours de guitare. Finalement, en fait, j'ai commencé la guitare et j'ai tout de suite commencé à donner des cours aussi aux copains et je suis jamais sorti de ce truc-là. Donc au début, ça a commencé avec on va montrer 2-3 accords à un copain et puis finalement il y en a un deuxième et puis après on m'a parlé d'une dame qui voulait commencer. Elle veut bien te payer. C'est super. Et puis de fil en aiguille, un jour j'ai réussi à me sortir un petit salaire et je suis devenu auto-entrepreneur. Aujourd'hui, je suis en chèque emploi service. Je suis pas quelqu'un forcément très connu sur Dijon pour les cours parce que finalement je fais pas de pub. Parce que j'ai suffisamment d'élèves et j'ai des élèves fidèles d'année en année. Le bouche à oreille a toujours fonctionné. Donc ça reste assez confidentiel, c'est le terme que je cherchais. Et donc moi, ça me va bien de fonctionner comme ça. Là, c'est la rentrée et j'ai déjà quasiment tous mes élèves de l'année dernière qui me contactent pour reprendre les cours. Il y a quelques nouveaux. J'essaye de quand même tous les ans d'en prendre 2-3 nouveaux, mais ça se résume à ça. Donc ça fait pas un gros turnover et puis c'est juste le bouche à oreille qui me permet de me faire connaître. Et je vois ça comme une chance parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que je pars en cours, j'ai toujours la motivation, le sourire le matin. Là, par exemple, après les vacances scolaires, je suis content. J'avais même hâte de reprendre les cours. Et puis, on rencontre des gens qui sont devenus des amis. On a eu des projets, donc avec des élèves, des groupes qui ont été montés, qui ont fait des choses vraiment sympas. Là, il y a encore des projets de groupe qui marchent bien aussi avec mes élèves. Donc, tout ça, c'est une énergie qui est positive et puis une grosse source de motivation. En parallèle de ça, donc j'ai un duo. Je dis pas groupe parce qu'on est 2, mais donc le duo, le nom c'est Satellix, SATE2LIX. Je suis avec Julien qui m'accompagne à la basse au clavier et on fait principalement donc de la pop, de la variété française, anglo-saxonne, des tubes. L'idée c'est de faire des chansons que les gens connaissent où ils peuvent chanter et danser avec nous. On a aussi quelques compos, mais c'est pas forcément ça qu'on met en avant. Dans les années à venir, si on retrouve un petit peu de temps, moi j'aimerais bien continuer de composer. On a quelque chose qui traîne sur les plateformes, le P1 et puis un petit single. Moi j'ai beaucoup de départs de compos sur l'ordi, mais il va falloir trouver du temps en parallèle pour avancer là-dedans. Donc dans Satellix, moi je suis le chanteur-guitariste et d'ailleurs je suis chanteur avant d'être guitariste vu que j'ai commencé à chanter assez tôt. J'avais 9 ans quand j'ai fait mes premières scènes et quand j'ai découvert la guitare à 14 ans, là je me suis dit il se passe quelque chose, c'est là-dedans que je veux évoluer. Et la guitare, le fait d'être chanteur, ça m'a tout de suite mis cet aspect de la guitare où il faut être synchro, il faut être dans le rythme, il faut chanter par-dessus, il faut développer des mouvements, il faut comprendre, il faut développer des réflexes en fait, c'est surtout ça, pour pouvoir libérer le chant par rapport à la guitare. Et c'est ça que j'essaye de transmettre à mes élèves. Pour moi, ça a été vraiment la façon la plus
la plus naturelle et j'ai l'impression libératrice quand je vois certains élèves qui sont sans cesse en train de regarder leur guitare, leur instrument. Ils sont en fait spectateurs de leur instrument et ils sont pas acteurs comme on pourrait le faire justement quand on va chercher à faire plus que jouer de la guitare, c'est-à-dire chanter. Donc c'est sortir un petit peu de cette forme-là. Enfin, pour moi, en tout cas, travailler le chant, en tout cas certains aspects, même si on n'est pas un chanteur, c'est ce qui permet d'avancer dans la guitare. C'est pour ça que, par exemple, quand je travaille des solos ou des thèmes, je me force à compter les temps parce que ça me détache du solo, ça me détache de ce que je suis en train de jouer. Et pour moi, c'est une bonne façon de voir si je maîtrise ou je maîtrise pas. Est-ce que le réflexe il est acquis ou est-ce qu'il est pas acquis. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que vous m'entendrez compter souvent dans le podcast et c'est d'autant plus nécessaire pour faire comprendre la pédagogie. Bon, moi je pense que j'ai répondu à cette question. Donc question suivante. Pourquoi faire un podcast ? Eh bien, pour faire quelque chose de différent de ce que je fais au quotidien. Et voilà, c'est une forme que finalement j'ai découvert il n'y a pas longtemps, le podcast. C'était cet hiver au ski. Je cherchais des choses, des informations sur Yngwie Malmsteen, je ne sais pas pourquoi. Et donc, dans les podcasts, je suis tombé sur Culture Guitare, animé donc par Cyril Michaud et Sébastien Zunino. Et j'adore cette émission, je les trouve excellents. C'est voilà, tout ce qu'ils apportent, c'est une mine précieuse d'informations et de motivation. Je les écoute tout le temps en ce moment. Je crois que j'ai fait l'intégralité des podcasts dans ma voiture. Je leur ai mis un 5 étoiles, bien évidemment. Et donc ça m'a motivé. En parallèle, j'ai écouté aussi d'autres podcasts de le précepteur en philo. Pareil, je trouve c'est excellent. Alors, j'ai pas du tout la prétention, en tout cas, de faire une chaîne populaire ou une chaîne à audience. Ça ne m'intéresse pas. Là, en fait, finalement, l'idée de faire un podcast, ça me permet justement de faire un point sur mes connaissances. Vu que je voudrais faire 52 épisodes pour pouvoir en diffuser un par semaine pendant un an, j'ai dû déjà travailler là en amont 52 morceaux que j'ai triés pour pouvoir, à mon sens, qui est toujours un intérêt pédagogique dedans. Et voilà, c'était une mise au point et un défi aussi, un défi de me dire qu'il faut arriver à faire passer les idées juste par le son. Déjà, c'est facile à mettre en place de faire un enregistrement, j'ai tout le matériel et je me dis c'est une forme d'apprentissage qui peut être intéressante parce qu'on a le réflexe d'aller regarder des vidéos sur YouTube et quand on regarde une vidéo, on n'écoute pas. Et je me dis, finalement, la musique, ça s'est toujours transmis de façon orale. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si le concept, ça va fonctionner, mais je me dis, le défi, c'est d'être assez clair pour me faire comprendre et que ça fasse un support intéressant pour les gens qui ont envie de travailler avec un looper, parce que le looper, pour moi, c'est un outil qui est essentiel pour le travail. Ça permet justement de s'écouter, d'avoir ce recul sur ce qu'on fait, de se synchroniser avec le rythme et ça me paraît tout à fait adéquate pour pouvoir travailler sur un format comme ça. Donc voilà, c'est principalement le défi aussi qui m'intéresse pour le podcast. Mais c'est un défi personnel. Question suivante. Pour quel public s'adresse le podcast ? Alors là, j'émets que des projections parce que c'est le temps qui me dira vraiment pour quel public ça s'adresse. Aujourd'hui, déjà, ça ne s'adresse pas à un pur débutant, vu que je ne vais pas revenir sur des notions vraiment élémentaires comme les accords ouverts. Je ne vais pas parler de position particulière. De toute façon, il faut déjà avoir un petit bagage pour commencer à comprendre. Pareil, connaître ses notes sur la guitare, parce que c'est la seule façon que j'ai pour pouvoir les transmettre. Je vais quand même imaginer, je suis en train de réfléchir pour ouvrir un Instagram à la loupe où je diffuserai quelques tablatures. Le support peut être utile, mais avant tout, c'est de l'audio. Et donc le débutant, ça peut être compliqué pour lui. Ça peut être compliqué. Je pense qu'il s'adresse vraiment plus à un intermédiaire. C'est-à-dire, on a déjà passé quelques étapes, on sait se repérer, même si on connaît pas toutes les notes du manche, avoir quand même quelques notions, on met pause et puis on regarde, on réfléchit. De toute façon, il y a un moment, si on veut apprendre les notes, faut s'y mettre. Et ça peut motiver justement les personnes, les intermédiaires qui
qui joue bien en plus déjà, mais aller un peu plus loin. Donc déjà connaître les notes, ça c'est pas mal parce qu'au final, la proportion de gens qui font de la guitare et la proportion de guitaristes qui connaissent les notes, eh ben tout de suite, elle est différente. Et je le vois même dans mes élèves, même si j'essaye de mettre l'accent là-dessus, c'est vraiment pas naturellement vers ça qu'on va, connaître les notes de sa guitare, et pourtant, finalement, c'est assez essentiel. Donc pour l'intermédiaire, je pense que le podcast lui est dédié, et pour les personnes avancées, pour les guitaristes avancés, ça prêtera sûrement un petit peu à sourire, à faire des révisions, et voilà, j'espère qu'ils apprécieront quand même le travail, et peut-être découvriront aussi peut-être des morceaux, des choses sur lesquelles on est passé à côté. Enfin voilà, ça donne un peu de matière à aller voir d'autres choses. Je l'imagine comme ça aujourd'hui. Question suivante. Quel est ton matos pour enregistrer le podcast ? Alors, mon matériel, donc si je prends exactement tout ce que j'ai aujourd'hui, donc là j'ai un Mac Pro qui est 2013, donc qui n'est pas récent mais qui tourne vraiment très bien, avec suffisamment de RAM et tout ce qu'il faut. En tout cas pour la partie audio, on n'a jamais besoin d'avoir des bêtes de compétition, donc ça fait très très bien le travail. À relier donc avec une Fireface 800, donc de RME, donc c'est ma carte son donc qui m'accompagne depuis toujours, et d'ailleurs, c'est pas que pour le podcast, ce matériel, j'utilise pour tous mes autres projets, que ce soit donc avec Satellix pour les compos, avec les groupes d'élèves, et puis là, pour le podcast, j'avais tout de près, donc avec un micro aussi, un petit micro statique qui est rentré dedans pour l'enregistrement audio. Et ensuite, donc, ce qui nous intéresse donc pour le podcast, donc ça va être ma section effets. Donc dans la RME, donc je vais rentrer le RC1 de Boss, donc le Loop Station, et donc je le rentre en stéréo, donc 2 jacks, un jack dans l'entrée 1, un jack dans l'entrée 2. Bon, en réalité, c'est dans l'entrée 7 et 8 parce que c'est mes entrées que j'ai en façade. Mais donc du coup, je vais rentrer donc dans ces 2 lignes, et ensuite avant la RC1, j'ai une AB Box qui, j'ai même pas la marque, mais bon, ABY Box, donc pareil en stéréo, et dans cette AB Box, donc je vais avoir la guitare qui est au début de la chaîne. Donc ça me permet, en fait, j'adore ce combo looper et AB Box parce que ça permet de sélectionner des lignes. Donc sur Logic, j'ai 2 lignes. J'ai une ligne donc avec un preset clean, comme je vais vous faire entendre, avec un preset clean, et une ligne avec un preset disto, et donc avec la AB Box déjà je switch de l'une à l'autre. Donc quand je lance l'enregistrement, en fait j'active mes 3 voix, ma voix là où je parle, ma voix de micro, ensuite j'active mon clean et mon lead, et c'est donc quand je vais toucher donc ma AB Box que je vais enregistrer. Donc je vais faire une piste clean et je vais passer sur une piste overdrive, lead, disto, délai, machin, tout le truc. Et donc le looper, ce qui est pratique, c'est que si j'enregistre un clean, donc par exemple, donc lui il est dans la ligne, dans la première ligne, il part en 7, du coup il va conserver en fait cette loop en clean, et quand je vais changer avec ma AB Box, je vais pouvoir passer sur la disto, donc les deux ne vont pas s'additionner. Je vais vraiment avoir dans un sens le clean, dans une ligne le clean, et dans l'autre la disto. Elles vont pas s'additionner. Alors ça, c'est souvent le problème des loopers quand on va mettre plusieurs couches dans un seul ampli, c'est que au final on comprend plus rien, parce que tout l'ampli ne peut pas cumuler, on va dire, toutes les fréquences qu'on va rajouter. Alors c'est déjà à l'époque, j'utilisais donc mon AB Box avec 2 amplis, et comme ça me permettait d'avoir une loop sur un ampli et un autre son sur justement sur un autre ampli qui était généralement plus un overdrive. J'aime bien faire mes solos en drive, et voilà, donc ça permet vraiment de bien ressentir les choses. Et pareil, l'astuce, souvent j'en parle et je vais continuer d'en parler, c'est dans un looper, même si on doit être en mono sur un seul ampli, à chaque fois qu'on refait une autre séquence où on enregistrait une boucle, changement de micro sur sa guitare, comme ça permet de mieux distinguer ce qu'on joue. Donc voilà pour les petites astuces et le matériel que j'utilise. Question suivante. Quels sont les prochains morceaux qui seront étudiés dans le podcast ? Alors aujourd'hui, donc je ne répondrai pas à cette question parce que je ne veux pas m'avancer sur les prochains morceaux. J'ai bien fait une liste, mais voilà, je ne sais pas en fait dans quel ordre je vais procéder. Là, à vrai dire, aujourd'hui,
mon objectif, c'est d'enregistrer déjà 10 épisodes avant de lancer la diffusion. La diffusion, j'aimerais bien qu'elle soit pour janvier 2026. Et donc déjà avoir ces 10 premiers épisodes et après voir ce que ça va donner. Je vais voir comment je vais piocher dedans. Ce qui est sûr, c'est que j'ai dû en fait faire une petite analyse de ce que je connaissais et j'ai trié mes morceaux en 4 catégories, ce que j'appelle des groupes. Donc il y a les groupes A, B, C, D. Dans les groupes D, ça va être tous les solos, alors je dirais plus les thèmes à partir de maintenant, c'est-à-dire les thèmes, les petits solos courts en fait, les petites mélodies courtes. Ah, vous voyez, j'ai du mal à ne pas dire solo. Donc toutes ces mélodies courtes qui reviennent et qui donc vont être comprises entre quelques mesures. Donc ça, c'est les groupes D. C'est ce qui, à mon sens, est le plus facile à faire. Mais en revanche, il y a toujours des choses intéressantes à aller chercher dedans. Et c'est surtout par là, par ces thèmes, que les élèves vont comprendre en fait le rapport entre mélodie, harmonie, enfin voilà, c'est ça, les accords, les tonalités. Donc je me sers beaucoup de ça pour permettre de comprendre. Ensuite, dans le groupe ABC, donc dans le groupe C, je vais avoir donc plus, là pour le coup des vrais solos, ça veut dire des mélodies plus longues. Là on va être sur beaucoup plus de mesures, des 8 mesures, des choses comme ça. Donc là ça va demander une autre mise en place, mais ça restera en tout cas des morceaux faciles. Ça reste des choses qui techniquement sont assez simples. Et là on arrive en B, et là on arrive déjà dans les choses plus difficiles. Ceux que j'ai mis en B, c'est donc tous ces morceaux ou des thèmes qui sont plus compliqués et qui me demandent, on va dire, un entretien. Ceux-là, j'arrive à les passer, il n'y a pas de problème, mais j'ai besoin de les travailler encore pour ne pas les oublier, tout simplement. Et dans ce que j'ai mis en groupe A, là, c'est pour moi, en tout cas, les solos sur lesquels j'ai du mal et mes objectifs et ceux sur lesquels je vais avoir besoin de travailler. Donc, ça, c'était assez personnel comme façon de voir les choses, mais je reviens quand même pour le podcast, dans la direction finalement que prend le podcast, parce que je vais en fait piocher, je vais pas rester par exemple là pendant les premiers épisodes que dans les groupes D. Je vais aller tout de suite chercher dans les prochains épisodes des choses qui sont dans ce que j'appelle le groupe C, le groupe B, voire même le groupe A, parce qu'il faut qu'il y ait de la diversité. Vu que je ne connais pas l'audience, mais je veux pas que ce soit résumé à des choses trop simples ou que des petits thèmes. Voilà, par exemple, Kaobang, super, mais voilà, ça va pas tourner autour de ça. J'en ai plein. Forcément, le groupe D, il est rempli de thèmes comme ça et ça fera partie, je pense, de la majorité de ce qu'on trouvera dans les épisodes. Mais j'ai besoin de défis et puis il faut aussi aller plus loin dans l'étude et aller chercher des œuvres et des solos un peu plus compliqués. Donc là, c'est pareil, un nouveau défi à expliquer. Toujours trouver le vocabulaire. Hein. C'est sur ça aujourd'hui où je travaille pour que mon vocabulaire il soit le plus précis possible. Et justement, le fait de parler de solo ou de thème, il y a une différence. Donc un thème, ça va être une mélodie plutôt courte et un solo, on est plus déjà dans le domaine de l'impro et sur plusieurs mesures. Donc ça, il va falloir que je fasse attention d'ailleurs dans les épisodes qui arrivent. Prochaine question. Est-ce que tu enregistres le podcast en une seule prise ? Eh ben non, c'est du montage. Là, en tout cas, je suis pas arrivé à faire mes premiers épisodes en une seule prise. J'espère que je vais y arriver. Alors pourquoi ? Déjà parce que je bafouille beaucoup, je cherche mes mots. Là, je pense que vous vous en rendez compte justement dans cette FAQ. Là où c'est plus libre, vu qu'il y a moins cet aspect pédagogique. Mais déjà, juste... pour être le plus clair, vu que j'essaye de faire passer des informations uniquement par audio, j'ai besoin de me reprendre. Et donc, vous sentirez peut-être parfois des moments où ça coupe et ça reprend avec justement un mot un peu bizarre parce que j'ai pas réussi à caler forcément la phrase parfaitement. J'essaye de faire en sorte que ça passe quand même le plus naturel possible. Et pour la guitare, c'est pareil. Je travaille énormément les morceaux et parfois j'ai besoin quand même de les refaire. Je suis pas du tout infaillible là-dessus, même sur des choses simples qui ont été enregistrées, j'ai dû m'y reprendre parfois à 3-4 fois avant d'avoir la prise qui convenait. Donc tout ça, c'est la magie du montage, comme au cinéma et comme sur YouTube aussi. Question suivante. Qu'est-ce que je dois travailler cette semaine ?
Et ben voilà, une excellente question, on y arrive. Cette semaine, je te propose de travailler ta tonalité de Do majeur. Donc de la découvrir, de la redécouvrir, ou au moins d'y jeter un petit coup d'œil dans la semaine. La tonalité de Do majeur, pour moi, c'est la base absolue. Eh bien écoute, je vais aller à l'essentiel, et ce que tu dois retenir d'une tonalité de Do majeur, c'est avant tout ça. Voilà, ça c'est techniquement, quand on parle de Do majeur, tonalité de Do majeur, ça doit évoquer ça dans un sens ou dans l'autre. Donc qu'est-ce qui vient de se passer ? En fait, j'ai joué donc des accords pour représenter ma tonalité. Alors moi, ma définition d'une tonalité, d'ailleurs, je demande souvent à mes élèves, qu'est-ce que c'est qu'une tonalité ? Définis-moi une tonalité avec tes mots. Et là, pas évident de parler d'une tonalité. On rentre souvent dans des représentations assez artistiques et assez floues de ce que ça représente, des gammes, des notes, enfin bref. Moi, en fait, j'ai tendance à dire qu'une tonalité, c'est un système, c'est gamme plus accord égale tonalité. Voilà, je le résume à cette petite addition mathématique. Gamme plus accord égale tonalité. Gamme dans un morceau qui représente une mélodie, donc qui peut être chanté ou joué par un instrument soliste, et accord, tout ce qui va se trouver en fond pour porter cette mélodie. Et donc l'étude des accords dans une tonalité, c'est essentiel. La gamme, bien sûr, elle est essentielle parce que c'est elle qui va nous permettre de créer ces accords. En fait, c'est elle qui définit les accords, mais surtout, nous, ce qu'on a besoin, enfin vous, ce que vous avez besoin, ce que tu as besoin, c'est de connaître ce groupe d'accords, cette famille d'accords. Et donc une tonalité de Do majeur, oui, c'est une gamme de Do, déjà, mais avant tout, représente-toi les 7 accords de cette gamme. Et dans ces 7 accords, donc on va rencontrer donc des accords majeurs, des accords mineurs et un accord un petit peu particulier, l'accord mineur quinte diminué. On va regarder un petit peu tout ça de plus près. Donc là, j'ai joué tous les degrés, tous les accords. Donc dans les formes les plus simples possibles, donc les formes ouvertes en haut du manche, type guitare feu de camp, comme on apprend au début. Et donc premier degré, c'est donc le Do majeur. Deuxième degré, il va falloir retenir que c'est un Ré mineur et non pas un Ré majeur, c'est Ré mineur. Troisième degré, c'est un Mi mineur. En fait, j'ai envie d'expliquer, mais je sais que je vais me perdre dans de la théorie et ça sera peut-être pour plus tard où je te laisserai creuser. Donc, je reprends. Premier degré, Do majeur. Deuxième degré, Ré mineur. Troisième degré, Mi mineur. Quatrième degré, Fa. Cinquième degré, Sol. Sixième degré, La mineur. Donc pour toutes ces formes-là, vous pouvez consulter un livre ou ce que vous voulez, vous retrouverez forcément ce que j'ai joué. Par contre, pour le dernier accord, peut-être un petit peu plus difficile, je vais le détailler, le Si mineur quinte diminué. Et alors lui, je le joue d'une façon assez particulière, donc je vais prendre un Si, donc qui est deuxième case corde de La, un Fa qui est troisième case corde de Ré, le Si, donc qui est une octave et qui va être à la quatrième case corde de Sol, et pour finir donc le Ré qui va être en troisième case corde de Si. Au niveau de mon doigté, ça fait 1, 2, 4, 3. Et donc lui, c'est un accord un peu particulier, ce septième degré. On aura l'occasion d'en reparler, mais donc on va l'appeler mineur quinte diminué. Je reprends Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur, Si mineur quinte diminué et Do. Allez, je te propose un exercice avec le looper. Donc, comme d'habitude, je vais enregistrer des battements parce que c'est simple pour commencer et je m'en sers de métronome. Donc, je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Ok, donc là, j'ai juste enregistré une mesure, 1, 2, 3, 4. Ça me suffit pour l'exercice. Et donc, pour le moment en ronde, je vais donc enchaîner tous mes degrés. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Do. Ré mineur. 3, 4. Mi mineur. Fa. Sol. La mineur. Si mineur quinte diminué. Et Do. 2,
Et bien là, si l'exercice il est facile, on peut le faire dans le sens inverse. Do, si la sol, fa, mi, ré, do. Ça donne ça. 3, 4. Do, si, la, sol, fa, mi, ré mineur et do. Ok. On va compliquer, donc je vais refaire ascendant et descendant, mais cette fois en blanche. 2, 3, 4. Donc là, ça donne déjà un bon exercice. Et cette fois, en noir. 2, 3, 4. Et voilà, là, j'ai travaillé mes accords de la tonalité de Do avec mes différents degrés. Donc c'est déjà un très bon exercice à se représenter. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est aller chercher justement à identifier chaque degré et pouvoir les reconnaître. Donc, pour pouvoir se repérer justement dans des morceaux et donc dans des progressions. On a déjà évoqué ça donc dans les épisodes précédents. Une progression qui est donc très connue, la progression pop, comme je dis, c'est le 1, 5, 6, 4. C'est-à-dire qu'on va enchaîner donc le degré 1 avec le degré 5, le 6 qui est un degré mineur et le 4e qui est majeur. Donc 1, 5, 6, 4 en Do, ça va nous donner Do, le 5, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc l'accord de Sol, le 6, Sol, La mineur, et le 4, Do, Ré, Mi, Fa. Donc dans la tonalité de Do, on va avoir un 1, 5, 6, 4 en Do, Sol, La mineur, Fa. Et tu peux t'amuser avec ça justement, toujours remettre en rythme, hein, c'est là où travail au looper, c'est sympa. Donc on y va 2, 3, 4 et Do, Sol, La mineur et Fa. Voilà, donc pour le 1, 5, 6, 4, je pense aussi à une progression qui est très connue, on lui a même donné un petit nom, c'est l'Anatole 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5, donc ça va représenter quoi en accord ? Donc 1, Do, 6, on l'a déjà vu, donc le 6 il est mineur, c'est un La mineur, 2, c'est un Ré mineur, et 5, Sol. 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5. Un Anatole. Voilà, donc il y a même des progressions comme ça qui ont des noms particuliers. Je reviens sur un ancien épisode, quand on avait travaillé Kaobang, on avait fait donc Do, Sol, Ré mineur, La mineur, donc ce qui se traduit par 1, 5, 2, 6. Voilà, donc peut-être que maintenant, si tu n'avais pas ces notions-là, ça va pouvoir être un peu plus clair. Il y a peut-être des morceaux que tu joues où tu vas pouvoir identifier ces accords-là. Si tu identifies ces accords-là, ça veut dire que le morceau, il est en Do. En revanche, si tu trouves un accord qui n'est pas dans cette liste-là, un accord tout bête, par exemple le Ré majeur. Ré majeur ne fait pas partie de la tonalité de Do. Si on regarde les notes qui constituent un Ré majeur, on va voir que dedans, on va trouver un Fa dièse. Et Fa dièse n'est pas une note qui appartient à Do. Donc du coup, on l'exclut et donc tu joueras un morceau qui sera probablement dans une autre tonalité que celle de Do, en tout cas c'est sûr. Elle sera probablement en Sol ou en Ré majeur ou peut-être encore dans d'autres tonalités, mais en La par exemple, mais pas dans la tonalité de Do en tout cas. Voilà, et pour le moment, si tu n'avais pas cette base-là, si tu n'étais pas capable d'identifier tes accords en Do, ne cherche pas à aller voir d'autres tonalités. On en reparlera, on refera le point, mais pour le moment, on se concentre sur Do et ces 7 accords, et ça te permettra de suivre correctement le podcast. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui pour cette fausse FAQ. On se retrouve prochainement dans À la loupe. Merci de votre écoute.